Les caractères ou les mœurs de ce siècle. Jean de la Bruyère. Livre 11. De l'homme. 103. Il y a des ouvrages qui commencent par A, et finissent par Z. Le bon, le mauvais, le pire, tout y entre. Rien en un certain genre n'est oublié. Quelle recherche, quelle affectation dans ces ouvrages. On les appelle des jeux d'esprit. De même il y a un jeu dans la conduite. On a commencé, il faut finir. On veut fournir toute la carrière. Il serait mieux, ou de changer ou de suspendre. Mais il est plus rare et plus difficile de poursuivre. On poursuit, on s'anime par les contradictions. La vanité soutient, supplée à la raison, qui cède et qui se désiste. On porte ce raffinement jusque dans les actions les plus vertueuses, dans celles mêmes où il entre de la religion. 104. Il n'y a que nos devoirs qui nous coûtent, parce que, leur pratique ne regardant que les choses que nous sommes étroitement obligés de faire, elle n'est pas suivie de grands éloges, qui est tout ce qui nous excite aux actions louables et qui nous soutient dans nos entreprises. N. aime une piété fastueuse qui lui attire l'intendance des besoins des pauvres, le rend dépositaire de leur patrimoine, et fait de sa maison un dépôt public où se font les distributions. Les gens à petits collets et les sœurs grises y ont une libre entrée. Toute une ville voit ses aumônes et les publie. Qui pourrait douter qu'il soit homme de bien, si ce n'est peut-être ses créanciers? 105. Géronte meurt de caducité et sans avoir fait ce testament qu'il projetait depuis 30 années. Ditet vienne ab intestat partager sa succession. Il ne vivait depuis longtemps que par les soins d'Astérie, sa femme, qui jeune encore s'était dévouée à sa personne, ne le perdait pas de vue, secourait sa vieillesse, et lui a enfin fermé les yeux. Il ne lui laisse pas assez de bien pour pouvoir se passer pour vivre d'un autre vieillard. 106. Laisser perdre charge et bénéfice plutôt que de vendre ou de résigner même dans son extrême vieillesse, c'est se persuader qu'on n'est pas du nombre de ceux qui meurent. Ou si l'on croit que l'on peut mourir, c'est s'aimer soi-même, et n'aimer que soi. 107. Faust est un dissolu, un prodigue, un libertin, un ingrat, un emporté, qu'Aurèle, son oncle, n'a pu haïr ni déshériter. Frontin, neveu d'Aurèle, après 20 années d'une probité connue, et d'une complaisance aveugle pour ce vieillard, ne l'a pu fléchir en sa faveur, et ne tire de sa dépouille qu'une légère pension, que Faust, unique légataire, lui doit payer. 108. Les haines sont si longues et si opiniâtrées, que le plus grand signe de mort dans un homme malade, c'est la réconciliation. 109. L'on s'insinue auprès de tous les hommes, ou en les flattant dans les passions qui occupent leur âme, ou en compatissant aux infirmités qui affligent leur corps. En cela seul consistent les soins que l'on peut leur rendre. De là vient que celui qui se porte bien et qui désire peu de choses est moins facile à gouverner. 110. La mollesse et la volupté naissent avec l'homme, et ne finissent qu'avec lui. Ni les heureux ni les tristes événements ne l'en peuvent séparer. C'est pour lui ou le fruit de la bonne fortune ou un dédommagement de la mauvaise. 111. C'est une grande difformité dans la nature qu'un vieillard amoureux. 112. Peu de gens se souviennent d'avoir été jeunes, et combien il leur était difficile d'être chastes et tempérants. La première chose qui arrive aux hommes après avoir renoncé au plaisir, ou par bienséance, ou par lassitude, ou par régime, c'est de les condamner dans les autres. Il entre dans cette conduite une sorte d'attachement pour les choses mêmes que l'on vient de quitter. L'on n'aimerait qu'un bien qui n'est plus pour nous ne fût plus aussi pour le reste du monde. C'est un sentiment de jalousie. 113. Ce n'est pas le besoin d'argent où les vieillards peuvent appréhender de tomber un jour qui les rend avares, car il y en a de tels qui ont de si grands fonds qu'ils ne peuvent guère avoir cette inquiétude. Et d'ailleurs comment pourraient-ils craindre de manquer dans leur caducité des commodités de la vie, puisqu'ils s'en privent eux-mêmes volontairement pour satisfaire à leur avarice? Ce n'est point aussi l'envie de laisser de plus grandes richesses à leurs enfants, car il n'est pas naturel d'aimer quelque autre chose plus que soi-même, outre qu'il se trouve des avares qui n'ont point d'héritier. Ce vice est plutôt l'effet de l'âge et de la complexion des vieillards,
qui s'y abandonnent aussi naturellement qu'ils suivaient leur plaisir dans leur jeunesse, ou leur ambition dans l'âge viril. Il ne faut ni vigueur, ni jeunesse, ni santé, pour être avare. L'on n'a aussi nul besoin de s'empresser ou de se donner le moindre mouvement pour épargner ses revenus, il faut laisser seulement son bien dans ses coffres, et se priver de tout. Cela est commode aux vieillards, à qui il faut une passion parce qu'ils sont hommes. 114. Il y a des gens qui sont mal logés, mal couchés, mal habillés et plus mal nourris. Qui essuient les rigueurs des saisons, qui se privent eux-mêmes de la société des hommes et passent leurs jours dans la solitude, qui souffrent du présent, du passé et de l'avenir, dont la vie est comme une pénitence continuelle, et qui ont ainsi trouvé le secret d'aller à leur perte par le chemin le plus pénible. Ce sont les avares. 115. Le souvenir de la jeunesse est tendre dans les vieillards. Ils aiment les lieux où ils l'ont passé, les personnes qu'ils ont commencé de connaître dans ce temps leur sont chères. Ils affectent quelques mots du premier langage qu'ils ont parlé. Ils tiennent pour l'ancienne manière de chanter, et pour la vieille danse. Ils vantent les modes qui régnaient alors dans les habits, les meubles et les équipages. Ils ne peuvent encore désapprouver des choses qui servaient à leur passion, qui étaient si utiles à leur plaisir, et qui en rappellent la mémoire. Comment pourraient-ils leur préférer de nouveaux usages, et des modes toutes récentes où ils n'ont nulle part, dont ils n'espèrent rien, que les jeunes gens ont faites, et dont ils tirent à leur tour de si grands avantages contre la vieillesse? 116. Une trop grande négligence comme une excessive parure, dans les vieillards, multiplient leurs rides et font mieux voir leur caducité. 117. Un vieillard est fier, dédaigneux, et d'un commerce difficile, s'il n'a beaucoup d'esprit. 118. Un vieillard qui a vécu à la cour, qui a un grand sens, et une mémoire fidèle, est un trésor inestimable. Il est plein de faits et de maximes. L'on y trouve l'histoire du siècle revêtue de circonstances très curieuses, et qui ne se lisent nulle part. L'on y apprend des règles pour la conduite et pour les mœurs qui sont toujours sûres, parce qu'elles sont fondées sur l'expérience. 119. Les jeunes gens, à cause des passions qui les amusent, s'accommodent mieux de la solitude que les vieillards. 120. Philippe, déjà vieux, raffine sur la propreté et sur la mollesse. Il passe aux petites délicatesses. Il s'est fait un art du boire, du manger, du repos et de l'exercice. Les petites règles qu'il s'est prescrites, et qui tendent tout aux aises de sa personne, il les observe avec scrupule, et ne les romprait pas pour une maîtresse, si le régime lui avait permis d'en retenir. Il s'est accablé de superfluité, que l'habitude enfin lui rend nécessaire. Il double ainsi et renforce les liens qui l'attachent à la vie, et il veut employer ce qui lui en reste à en rendre la perte plus douloureuse. N'appréhendait-il pas assez de mourir? 121. Niaton ne vit que pour soi, et tous les hommes ensemble sont à son égard comme s'il n'était point. Non content de remplir à une table la première place, il occupe lui seul celle de deux autres. Il oublie que le repas est pour lui et pour toute la compagnie, il se rend maître du plat, et fait son propre de chaque service. Il ne s'attache à aucun des mets, qu'il n'ait achevé d'essayer de tous. Il voudrait pouvoir les savourer tous tout à la fois. Il ne se sert à table que de ses mains. Il manie les viandes, les remanie, démembre, déchire, et en use de manière qu'il faut que les conviés, s'ils veulent manger, mangent ses restes. Il ne leur épargne aucune de ces malpropretés dégoûtantes capables d'ôter l'appétit aux plus affamés. Le jus et les sauces lui dégoûtent du menton et de la barbe. S'il enlève un ragoût de dessus un plat, il le répand en chemin dans un autre plat et sur la nappe. On le suit à la trace. Il mange haut et avec grand bruit. Il roule les yeux en mangeant. La table est pour lui un râtelier. Il écure ses dents, et il continue à manger. Il se fait, quelque part où il se trouve, une manière d'établissement, et ne souffre pas d'être plus pressé au sermon ou au théâtre que dans sa chambre. Il n'y a dans un carrosse que les places du fond qui lui conviennent. Dans tout autre, si on veut l'en croire, il pâlit et tombe en faiblesse. S'il fait un voyage avec plusieurs, il les prévient dans les hôtelleries,
et il sait toujours se conserver dans la meilleure chambre le meilleur lit. Il tourne tout à son usage. Ses valets, ceux d'autrui, courent dans le même temps pour son service. Tout ce qu'il trouve sous sa main lui est propre, harde, équipage. Il embarrasse tout le monde, ne se contraint pour personne, ne plaint personne, ne connaît de mots que les siens, que sa réplétion est habile, ne pleure point la mort des autres, n'appréhende que la sienne, qu'il rachèterait volontiers de l'extinction du genre humain. 122. Cliton n'a jamais eu en toute sa vie que 2 affaires, qui est de dîner le matin et de souper le soir. Il ne semble né que pour la digestion. Il n'a de même qu'un entretien. Il dit les entrées qui ont été servies au dernier repas où il s'est trouvé. Il dit combien il y a eu de potage, et quel potage. Il place ensuite l'euro et les entremets, il se souvient exactement de quel plat on a relevé le premier service. Il n'oublie pas les hors-d'œuvre, le fruit et les assiettes. Il nomme tous les vins et toutes les liqueurs dont il a bu, il possède le langage des cuisines autant qu'il peut s'étendre, et il me fait envie de manger à une bonne table où il ne soit point. Il a surtout un palais sûr, qui ne prend point le change, et il ne s'est jamais vu exposé à l'horrible inconvénient de manger un mauvais ragoût ou de boire d'un vin médiocre. C'est un personnage illustre dans son genre, et qui a porté le talent de se bien nourrir jusqu'où il pouvait aller. On ne reverra plus un homme qui mange tant et qui mange si bien. Aussi est-il l'arbitre des bons morceaux, et il n'est guère permis d'avoir du goût pour ce qu'il désapprouve. Mais il n'est plus, il s'est fait du moins porter à table jusqu'au dernier soupir. Il donnait à manger le jour qu'il est mort. Quelque part où il soit, il mange, et s'il revient au monde, c'est pour manger. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.